bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Yvan. On est sur la vallée du Vior, entre le viaduc du Vior et Pont-Salar, où voilà, on retrouve une population de truites naturelles sur ce bassin versant, de par les barrages qui offrent une eau assez fraîche. Voilà, on va faire un tuto du coup sur la pêche au toc, sur la pêche à la truite. C'est un tuto qui vous servira sur tout type de rivière et notamment sur les parcours de lâcher. Si jamais vous allez sur des parcours de lâcher, tout ce qu'on va vous expliquer ça fonctionne aussi. Et du coup on va essayer de découvrir tout ça ensemble et on a d'abord une petite rando à faire et ensuite on va pouvoir découvrir toute cette technique. Allez, du coup je vous présente donc la pêche au toc. Donc cette pêche, on va essayer de l'avoir le plus simplement possible. Vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel pour pouvoir pêcher au toc. Il faut par contre des choses assez fines et il faut essayer d'avoir quelque chose le plus naturel possible. Donc on va éviter tout ce qui est volumineux sur la ligne et qui pourrait venir casser la mécanique, on va dire, en fait, de la ligne. Donc au niveau des cannes, on peut utiliser des cannes anglaises ou après il existe aussi des cannes à fil intérieur ou cannes téléréglables. Nous on conseille avec Yvan plutôt des cannes anglaises. Donc c'est des cannes qui varient entre 3,50 et 3,90 m, 4,20 m ça peut aller aussi. C'est des cannes avec beaucoup d'anneaux. Vous pouvez les retrouver un petit peu partout en Aveyron, dans tous les magasins, ces cannes anglaises. On peut pêcher avec deux types de moulinets, ou des moulinets on va dire classiques à tambour fixe. C'est les moulinets que vous retrouvez un petit peu partout. On va chercher à avoir des moulinets par contre assez légers. Cherchez pas à avoir des tout petits moulinets. Plus on va avoir des moulinets petits, en fait, plus la bobine va être petite et le fil va enregistrer en fait cette toute petite bobine. Donc du coup c'est des 2000 ou 2005 en taille. On parle en taille de moulinet. On va pas non plus mettre le moulinet à carpe parce que sinon ça serait un petit peu trop lourd et ça casserait l'équilibre de votre cape. Au niveau du fil, toujours un fil fluo, mettez à la pêche au toc. Il faut qu'il soit visible en fait. Il faut que vous retrouviez rapidement votre fil lorsque vous faites votre dérive. Et en termes de taille, on parle en général du 14 centièmes et on monte jusqu'à 18 centièmes. Plus vous allez monter en fait et moins vous allez avoir une glisse efficace dans les anneaux. Et si on n'a pas une bonne glisse à cette pêche, vu qu'on pêche avec des choses très légères, vous allez être vite embêté avec cette taille de fil. On peut également mettre des moulinets à tambour tournant. C'est-à-dire qu'en fait on a un moulinet, la bobine est cachée à l'intérieur, c'est juste une petite réserve de fil. Et à la place d'avoir un pick-up qui nous permet d'ouvrir et de projeter à une longue distance, sur des petits ruisseaux notamment c'est très efficace. On sort juste la quantité de fil dont on a besoin et on pêche sous la canne. Au niveau ensuite donc du montage, la pêche au toc, quand on parle de pêche au toc, de suite on pense à toc, ça veut dire qu'on va ressentir dans la main un toc. Normalement il faut détecter la touche avant de sentir toc, sinon on va être un petit peu en retard. L'idéal pour la détecter, donc, ça va être d'avoir un repère visuel en plus de notre fil fluo. Pas de bouchon, on va oublier les bouchons pour la pêche au toc. On va mettre ou de la peinture, donc, moi c'est ce que je fais parce que ça va éviter en fait d'avoir toujours, comme je disais tout à l'heure, on va éviter d'avoir quelque chose qui vient casser votre dérive, qui vient casser le fil. Ça peut être également des guides-fils, plus communément on l'appelle souvent rigoletto, c'est ce type, vous pouvez en avoir. C'est des guides-fils où qu'on vient glisser en fait sur votre fil, ou alors des guides-fils plus communs encore avec la tige en plastique qu'on vient mettre comme un flotteur, mais qui n'a pas du tout la fonction d'un flotteur. Vient ensuite la jonction donc, entre votre fil, votre corps de ligne et votre bas de ligne. Donc là, la jonction, vous la venez. Alors il y a deux possibilités. Ou vous faites un nœud de raccord, ou alors ce que vous pouvez également faire, c'est rajouter un émerillon qui remplit la fonction en fait, qui évite que le bas de ligne vienne vriller
La seule chose au niveau de cet émerillon, c'est qu'il faut éviter d'avoir un trop long bas de ligne en dessous de l'émerillon. Pour ma part, je ne mets plus d'émerillon, puisque vous verrez à cette pêche, on va casser quand même assez souvent. Pendant la partie de pêche, c'est rare qu'on fasse une partie de pêche entière avec le même bas de ligne, ce qui veut dire que régulièrement vous allez changer votre bas de ligne. Ensuite vient du coup notre plombé. Alors le bas de ligne, moi je le fais environ de 50 cm et vous allez utiliser en général un fil de taille inférieure de votre corps de ligne, ce qui va éviter donc à chaque fois vous allez casser normalement juste en dessous. Souvent donc on a parlé ici d'avoir entre 18 et 14 centièmes et ici je vais être souvent entre 14 et 12 centièmes. Je descends rarement en dessous, je monte rarement au-dessus. Voilà, du 14 ou du 12 on est souvent en taille. Et on va partir sur un bas de ligne qui fait environ 50 cm. Vient ensuite nos plombs en dessous. Alors les plombs ont une réelle importance au niveau du toc. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va vous créer la dérive, c'est ça qui va vous permettre d'aller à la bonne vitesse, de rentrer dans la bonne pellicule d'eau. Puisque les poissons, en fait, il faut savoir, on va en parler tout à l'heure, de où c'est qu'ils se situent. Et ils ne sont pas au milieu du courant en train de s'alimenter, ils vont être vraiment dans la lame d'eau qu'on va retrouver dans les 10-20 cm au fond. Et il faut réussir à rentrer dans cette veine d'eau, dans cette couche d'eau au fond, mais il ne faut pas accrocher. Donc c'est cet équilibre qu'on va rechercher, cet équilibre on le fait grâce à la plombée au toc. Donc pour ça on va essayer de créer une plombée au fur et à mesure en fait on va être dégressif, c'est-à-dire tout en haut on a les gros plombs, si on peut dire, tout en bas on a les petits plombs. Plus on monte et plus on resserre notre plombée. Et ça va permettre d'avoir quelque chose, une présentation, on va dire un équilibre qui est plutôt prenant pour la truite quand on va passer dans la lame d'eau du fond. Donc au niveau de ces plombs, vous avez des numéros en fait sur les boîtes de plomb. Donc, on ne prend pas la boîte de plomb là, avec les plombs au fond du gilet. Il faut avoir une boîte de plomb bien rangée pour bien aller. Donc on a du numéro par exemple ici, du numéro 4 au numéro 8. C'est à peu près tous les plombs que je vais utiliser. Même le numéro 8, j'aurais tendance à le condamner. Je vais être beaucoup sur du 7, 6, 5, 4. Donc, vous avez compris, le plus petit c'est le numéro 7, c'est le plus grand chiffre, va être en bas. Le numéro 4, qui est le plus gros chiffre, va être lui en haut. Voilà. Et au fur et à mesure, en fonction de la vitesse, de la quantité de courant, en fonction de la hauteur d'eau, je vais varier je varie souvent entre 3 plombs et 6 plombs, la quantité de plombs que je vais mettre. Et enfin, donc vient notre hameçon. Alors l'hameçon hyper important, hein. Il faut vraiment qu'il soit très piquant, ça c'est la première chose. Et je vais choisir la taille de mon hameçon, comme dans toutes les pêches, en fonction de la taille de l'appât que je vais utiliser. Donc nous en termes d'appât, aujourd'hui avec Yvan, là on a utilisé vers de terre et également on a utilisé des teignes. Donc c'est les deux appâts les plus communs que vous pourrez retrouver un petit peu partout chez vos commerçants ou dans le jardin aussi pour le vers de terre. Le ver de terre, donc on utilise des tailles de ver de terre, on ne va pas utiliser les gros lombriques. Plus la saison avance, au départ on a des vers de terre qui font environ 5-6 cm. Au fil de la saison, en fait, on va diminuer la taille de notre ver de terre. Pareil pour la teigne. Donc vous avez des teignes qui sont parfois dans des copeaux. Défaut de la teigne, par contre, vous en apercevrez rapidement, c'est qu'elle se déchire lorsqu'on relève, là, au bout de 2-3 passages, contrairement au ver de terre. Par contre, notamment sur les parcours de pêche, où on lâche des truites, c'est un appât très visuel et très prenant pour les truites. Voilà, bon appât aussi pour le chevenne. Voilà, en termes de taille d'hameçon, du coup, donc vous avez deux possibilités. Vous montez vos hameçons sur du fil, un petit peu plus contraignant, mais ça permet de choisir la taille de fil en fonction de l'hameçon, la qualité d'hameçon que vous recherchez. Sinon, vous avez des hameçons qui sont tout prêts aujourd'hui, qui sont très piquants dans le marché, donc voilà, dans des paquets. Lorsque vous achetez donc ces hameçons, regardez bien la taille du fil. Donc en fait, vous avez un 0, ça c'est le diamètre, donc là 14 centièmes. On a dit tout à l'heure, donc on pêchait avec du 12, du 14, maximum du 16 on peut monter. Et là vous avez le numéro de l'hameçon. Le numéro de l'hameçon, plus il va être petit, plus votre hameçon va être gros. C'est comme pour les plombs. Et là on va varier en général entre le numéro 10 et le numéro 14-16 en fonction de ce qu'on va utiliser. Voilà pour ça. Un autre appât qu'on peut utiliser également, c'est les appâts naturels. Donc quand vous avez oublié les appâts ou que vous êtes avancé dans la saison, ce qui marche bien, mais c'est ce que vous retrouvez dans le milieu. Naturellement, la truite, elle n'a pas besoin d'avoir que du ver de terre ou que de la teigne. D'ailleurs, la teigne, on ne la retrouvera pas dans la nature. Mais elle va se nourrir et s'alimenter essentiellement de larves aquatiques. Donc ces larves, adaptez votre hameçon, la taille de votre hameçon en fonction des larves que vous allez trouver et pêchez avec. En général, c'est plutôt prenant. Par contre, on va attendre plutôt le mois de mai, juin, voire juillet même, pour que les larves soient bien développées et assez grosses pour pouvoir les accrocher au bout de votre hameçon.
Du coup, au niveau de l'action de pêche, à la pêche au toc, alors déjà on évolue le long de la rivière. L'idée en fait ça va être d'essayer de traverser les couches d'eau pour aller chercher, comme je vous disais tout à l'heure, les poissons dans la lame d'eau du fond. C'est l'endroit en fait où la vitesse est ralentie comparée à la vitesse d'eau que vous avez à la surface. Il va falloir essayer de passer dans cette lame d'eau et y passer le plus naturellement possible ensuite sans accrocher le fond. Donc pour ça on va systématiquement lancer, parce que la truite elle est statique dans la rivière, c'est-à-dire que ce n'est pas un poisson qui va se déplacer comme quand on pêche au cou. C'est un poisson qui se contente de faire des petits déplacements, on va dire de 50 cm côté droit, côté gauche, tout en reculant dans la rivière. Mais après, ce n'est pas un poisson qui va se mettre à naviguer. Donc c'est à nous d'aller vers là, c'est à nous de la traquer, de la chasser, on pourrait dire, essayer de la trouver dans la rivière. Et pour ça, du coup, c'est pour ça qu'on va évoluer le long de la rivière et qu'on va avancer tout au long de notre cours d'eau, en pêchant donc les endroits où on suppose qu'un poisson est posté et en train de s'alimenter. Du coup, quand je pêche, je vais essayer de privilégier des zones relativement profondes et un petit peu calmes, les grands lisses qu'on appelle. Ça, par contre, on va le bannir un petit peu de la pêche, puisqu'il nous faut quand même de la portée, il nous faut du courant. Il en faut suffisamment pour que notre appât soit amené jusqu'au poisson. On a une zone de radier sur la partie haute, vous allez voir là, c'est rapide. Et après, plus on avance, c'est le cas classique, plus on avance, plus on va former un couloir assez lent. Et c'est justement sur cette zone-là, en général, que les poissons vont être actifs et vont être présents. On va faire quelques actions de pêche où on va essayer de lancer donc sur la partie amont. On va ensuite laisser dériver vers l'aval, tout en maintenant une légère tension pour propulser et envoyer au fond de notre appât. Si on voit qu'on passe trop vite, c'est qu'on va aller à la même vitesse que les bulles qui sont à la surface. Si je vois que je vais à la même vitesse que les bulles de la surface, je vais rajouter un plot sur ma ligne, ce qui va normalement me permettre de ralentir la vitesse. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai lancé sur la partie amont, j'exerce une légère tension, de suite, hop, j'arrête, poisson, décroché. Allez, du coup, c'est reparti pour la troisième dérive, donc on a retrouvé un porte-voix avec Ivan. Et cette fois-ci, on l'a localisé, on va essayer de la prendre, on va voir. Donc je réouvre le pick-up, on va lancer amont et on va essayer de rentrer dans la bonne couche d'eau. Non, là cette fois-ci pas de résultat. Du coup, quand on arrive là, qu'on a fini notre dérive, on relance. Alors deux possibilités pour relancer, ou j'ouvre le pick-up, ou je viens chercher mon fil dans les anneaux et on relance. Donc lors de nos dérives, pensez à tenir votre fil avec votre main gauche. Donc le fait de tenir le fil avec la main gauche va vous permettre de gérer au fur et à mesure de votre dérive la quantité de fil dont vous avez besoin. Et autre chose, ça va vous permettre également lors du ferrage en fait. Donc vous allez voir que, vous l'avez vu tout à l'heure, on a ferré un poisson. Le poisson, quand on va le ferrer, en fait on va ferrer dans le sens du courant. Donc un poisson il a toujours la tête orientée en direction du courant pour voir la nourriture arriver. Lorsqu'il va prendre votre appât, en fait le fait de ferrer à l'opposé du sens du courant, donc vous envoyez un coup de canne vers l'aval, ça va permettre de faire rentrer l'hameçon et d'envoyer le poids du poisson va permettre de rentrer l'hameçon dans la bouche du poisson. Lorsqu'on va lancer, au moment où vous avez le point d'impact c'est au moment où vous tombez. On tire sur la canne, on exerce une légère tension. Ça va vous aider en fait à envoyer votre fil sur le fond. Et ensuite vous exercez donc vous essayez d'épouser, de suivre le fond de la rivière. Lorsque vous allez avoir un arrêt, le moment où on imagine maintenant arrêt, je vais envoyer un ferrage dans le sens du courant. J'ai gardé en main mon fil. Une fois que le poisson est ferré, si vous avez la chance de ferrer un poisson, ce qui va être important par la suite, c'est de garder toujours votre fil tendu. On va avoir le fil tendu, si vous détendez le fil, c'est le moment où vous risquez de perdre le poisson. À partir du moment où on a ferré un poisson, on a toujours le fil dans la main. On va rabattre la main en direction de la canne. Notre main vient ensuite glisser sur la manivelle. Et c'est là qu'on va ramener notre poisson. Pensez à bien serrer votre frein. Notamment à la truite, on a un frein qui est plutôt desserré pour pouvoir amortir les coups de tête que le poisson pourrait nous donner. Et ensuite, on va la laisser dans l'eau jusqu'à la ramener dans l'épuisette. Puisque si j'essaye de la sortir en dehors de l'eau, il y a de fortes probabilités qu'elle se décroche ou elle casse. Voilà, et on va en fait au fur et à mesure peigner notre rivière. Peigner, ça veut dire qu'on va en général commencer à regarder s'il n'y a pas une truite proche de nous. Et au fur et à mesure, on va essayer d'allonger nos dérives. Et si vous avez, justement, c'est le gros avantage des cannes anglaises. Si vous avez beaucoup d'anneaux, vous allez pouvoir aller chercher un petit peu plus loin et peigner votre rivière de plus en plus loin. Sur les grandes rivières notamment, comme la rivière Tarn, on peut arriver à aller pêcher à des distances assez importantes en utilisant donc ce type de matériel. On va remettre en pratique donc ce que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà, là en plus ça forme vraiment le vrai entonnoir où on imagine un petit peu toutes les larves aquatiques et autres qui pourraient dériver.
et qui viennent en fait, on a 3 veines d'eau d'en face qui arrivent là, qui forment un entonnoir. On a la grosse veine d'eau d'ici là, et tout ça, ça s'engouffre et on arrive sur un secteur où potentiellement il y a beaucoup de nourriture qui pourrait passer. Donc un poisson qui serait bien actif, on imagine qu'il est là, ça cache dans une zone assez calme. Alors, on imagine qu'il va remonter et venir se mettre dans cet entonnoir. Donc je vais lancer un petit peu au-dessus, sur la partie amont de cet entonnoir. Dès que j'ai le point d'impact, je ferme mon pick-up, je tends le fil pour envoyer mon appât au fond. J'ai un arrêt, je vais faire, là pour le coup c'était le fond, j'ai dû accrocher une herbe ou quelque chose. Je vais refaire un passage, voir. Parce que si j'ai accroché, ça veut dire qu'après c'est pas bien passé par la suite. Voilà, là je tends, ça y est, c'est reparti. On dérive, on dérive. Les plus belles dérives que vous ferez, c'est toujours à la partie aval, en dessous de vous. On ne peut pas faire des dérives sur 30 mètres. Ça va être des dérives en général que vous allez bien pêcher sur 2, 3, 5 mètres en fonction de la veine d'eau, comment elle est faite. Petite astuce à la pêche au toc, même si on est concentré sur notre ligne, n'oubliez pas de regarder les branches à l'air. Vous apercevrez rapidement qu'elles peuvent être problématiques sur les dérives. Allez, dernier petit conseil du coup sur cette veine d'eau. Du coup on voit que là on a une zone un petit peu plus lentique. Ça va être intéressant de le pêcher notamment à l'ouverture là, sous ma canne. C'est des zones où potentiellement il pourrait y avoir des poissons là sur des fonds de veine. Là il y a aussi une bonne zone. Et un gros conseil que je vous donne là, vous voyez il y a une belle branche qui rentre dans l'eau en face. Ben là on n'y met pas l'hameçon. Parce que certainement il y a des poissons, surtout en dessous là. Vous êtes sûr à une chance sur 2 que vous le mettez dedans et derrière on est obligé de casser et de refaire le montage. Donc l'idéal c'est de ne pas prendre trop de risques non plus à cette pêche. Voilà. Allez, maintenant du coup, on va aller faire un petit tour de pêche avec Yvan, on va vous laisser là. On va essayer de voir s'il y a des poissons à faire. A tout à l'heure. On arrive à la fin de notre tuto, on a plié la canne, c'est le moment de remonter maintenant, on a une petite rando là, avec Yvan à faire. J'espère que ça vous aura apporté ce tuto, que vous pourrez retourner à la pêche, vous aurez des clés maintenant pour réussir vos parties de pêche. Et on se retrouve une prochaine fois pour notre tuto peut-être. Allez, salut!